Bienvenue dans ce Pour Info, le Pour Info, l'émission entre 9 et 10 heures qui décrypte un fait d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'accords commerciaux, d'accords de libre-échange. Il y a un peu plus de 2 ans, le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, entrait en vigueur. On va faire un premier bilan, en tout cas ce qu'on peut déjà en dire, les premières tendances qui se dégagent pour la Belgique, pour le Canada, pour le reste de l'Union européenne. En deuxième partie d'émission, on parlera des traités de libre-échange au sens large, à quel point ce genre d'accords commerciaux sont aujourd'hui indispensables pour une économie comme celle de la Belgique. Restez avec nous jusque 10h, on décrypte les accords commerciaux. Juste avant, on fait un rapide tour par les titres principaux de l'actualité de ce jeudi 3 octobre. Et cette fois, c'est officiel, Georges-Louis Boucher est candidat à la présidence du mouvement réformateur. Il vise 30% pour son parti. Jan Jambon, le nouveau ministre-président flamand, est déjà sous le feu de l'opposition qui lui reproche des chiffres manquants sur le budget, également sous le feu des fonctionnaires qui, eux, ne souhaitent pas voir supprimer leur nomination. Aux États-Unis, Bernie Sanders a été opéré en urgence hier soir. Il suspend sa campagne pour la Maison-Blanche. La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne reprend. Washington annonce une surtaxe de 10% sur les Airbus. Le président Donald Trump se félicite de cette décision. Et on est donc parti pour ce Pour Info consacré aux accords commerciaux. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord, à ma droite, Olivier Joris. Bonjour, monsieur Joris. Bonjour. Vous travaillez pour la Fédération des entreprises de Belgique. Vous êtes responsable des relations internationales et européennes. Vous êtes donc tout à fait à propos pour parler d'accords commerciaux. Également avec moi aujourd'hui, Sam Ayoub. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre économique Canada, Europe, Union européenne. Et donc, à ce titre, vous êtes pleinement impliqué dans comment fonctionne le CETA et de ce qui peut être donné comme conseil aux entreprises belges et européennes pour l'implémenter. Alors, première question, ça va être assez facile, assez rapide. Je vais me tourner d'abord vers Olivier Joris. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça fait un peu plus de 2 ans que le CETA est entré, en tout cas partiellement en vigueur en Belgique. Est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions solides? J'imagine que c'est encore un peu tôt, mais il y a déjà des tendances qui se dégagent par contre. Oui, tout à fait. Donc, ça fait maintenant 2 ans que tout le volet commercial du CETA est entré en application. Et comme vous l'avez dit, il est trop tôt pour faire des liens directs entre les chiffres qu'on peut constater et l'entrée en vigueur du traité. Mais en effet, les tendances sont tout à fait positives, prometteuses. À titre d'exemple, depuis l'entrée en vigueur du CETA, la Belgique a inversé sa balance commerciale. Nous avions une balance commerciale déficitaire avec le Canada, plus de 800 millions d'euros de déficit par an. Et bien, la balance commerciale s'est inversée. Nous avons maintenant un excédent commercial. Nous exportons plus que nous importons vers le Canada. Et c'est sans doute en partie dû, je dirais, au momentum créé par le CETA et au regain d'intérêt de nos membres qu'on constate pour le marché canadien. C'est ça, on ne peut pas dire que c'est grâce au CETA que tous ces contrats ont été passés directement, mais en tout cas, ça a créé une ambiance, un moment, et on a parlé du Canada. Ça, M. Ayoub, j'imagine que c'est ça aussi que le CETA permet, en plus des accords commerciaux en tant que tels, c'est une publicité, une communication qui est faite autour du Canada, et ça, c'est positif aussi, évidemment. Et en fait, c'est l'accord le plus ambitieux qui a été signé par le Canada, donc avec l'Union européenne, deuxième partenaire d'importance après les États-Unis. Le Canada est dans une dynamique d'ouverture et a signé ces dernières années plusieurs traités de libre-échange, dont le CETA. Comme je disais, qui était le plus ambitieux. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une tendance qui a été réalisée dans les 10, même 15 dernières années. Il y a eu, parallèlement à ça, le renouvellement aussi de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, il y a vraiment, effectivement, un intérêt pour le Canada de s'ouvrir plus, de diversifier ses marchés d'exportation. Et le CETA fait partie, évidemment, de sa stratégie. On va voir un peu plus en détail aussi quel secteur, éventuellement, on a peut-être plus profité, etc. Ce qui ne s'est pas vérifié aussi. Juste avant toute chose, on voit que donc, pour la Fédération des entreprises de Belgique, les premières tendances, en tout cas les premières conclusions sont positives. Est-ce que côté canadien, on est content aussi? C'est aussi un bilan positif qu'on tire a priori?
du CETA? Absolument, c'est positif et ça s'inscrit dans une continuité d'une augmentation des exportations sur l'ensemble de l'Europe, Belgique compris, mais avec le phénomène du CETA, comme vous l'avez dit, il y a une mise en marché du CETA, ou donc un renouvellement, disons, un reboost finalement des accords entre Belgique et Canada, donc une remise en valeur finalement des exportations, importations aussi, donc des deux sens, entre les échanges entre la Belgique et le Canada et l'Union européenne. Donc effectivement, les compagnies canadiennes sont contentes, profitent de ça. Il y a eu une augmentation d'environ de 9% d'exportation de la part des entreprises canadiennes sur les 2 dernières années. Donc, c'est intéressant. Les chiffres sont un petit peu plus élevés du côté européen versus le marché canadien. Donc, on est dans cette dynamique-là. Mais comme vous l'avez bien mentionné, on est, disons, un peu trop collé sur la mise en vigueur de cet accord-là qui a été effectué le 21 septembre 2017, donc un peu plus de 2 ans. Je pense qu'une perspective d'une dizaine d'années nous montrera c'est ça qui permettra vraiment plus intéressantes. De voir ce que ça a donné. Mais en tout cas, si on se base sur les tendances, Olivier Joris, c'est quel secteur, a priori, en profite en Belgique? On peut déjà plus ou moins déterminer des professions, des secteurs qui profitent un peu plus que les autres. Le Canada est le 10e partenaire commercial de l'Union européenne, donc le marché nord-américain est un marché extrêmement important pour nombre de nos secteurs, le secteur agroalimentaire par exemple. Nos bières, nos fromages, nos produits transformés sont appréciés là-bas comme partout dans le monde, mais aussi nos produits pharmaceutiques. Or, l'industrie pharmaceutique est quand même très présente en Belgique, notamment en Wallonie, la chimie également, les produits technologiques qui ont aussi connu vraiment un boom là, de leurs exportations. Mais tout à l'heure, je parlais d'un momentum du CETA. Le terme est un peu faible. C'est plus qu'un momentum, évidemment. C'est quand même 98% des tarifs douaniers entre l'Europe et le Canada qui ont été supprimés. Et 100% pour les produits industriels. Je parlais du chocolat à l'instant. Le Canada pratiquait un taux d'imposition de 15% sur l'importation du chocolat en provenance de l'Union européenne. Ce taux est passé à 0, ce qui évidemment est plus quand même un momentum. C'est un gros momentum en tout cas. Est tout aussi bon et moins cher sur le marché canadien. À côté de ça, vous avez tout le volet non réglementaire, le volet non tarifaire. C'est la simplification finalement de comment on fait du commerce entre les deux rives de l'Atlantique. Vous aviez certains produits qui étaient testés, pour ainsi dire, de la même façon 2 fois, une fois côté Atlantique, une fois côté européen. Eh bien, si on constate que finalement la finalité était la même, on peut peut-être essayer d'harmoniser les tests. Ça, c'est rationaliser les coûts, un peu simplifier les choses. Simplifier les procédures douanières. Donc on ne touche évidemment pas au cœur des normes et des standards, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on essaie de simplifier la mise en œuvre, le comment finalement de tout cela. Puis le CETA a ouvert les marchés publics pour nos entreprises, les marchés publics au niveau fédéral, mais aussi au niveau des provinces au Canada, ce qui est extrêmement important pour nombre de nos prestataires de services. On parle toujours de nos entreprises de dragage qui, en effet, pourront avoir accès à de nouveaux marchés, mais vous avez aussi tout le textile pour les commandes militaires et autres, toute l'industrie ICT pour les équipements télécoms des pouvoirs locaux au Canada. Et puis, grâce au CETA, nous avons encore une meilleure protection de la propriété intellectuelle européenne, belge, pharmaceutique par exemple au Canada, et plus de 150 appellations géographiques européennes sont protégées sur le marché canadien, évidemment avec un pendant pour les produits canadiens en Europe. Donc, je parlais d'un momentum, c'est évidemment plus tangible que ça. Quand vous supprimez des tarifs douaniers, quand vous simplifiez toute une série de procédures redondantes, quand vous ouvrez de nouveaux marchés et que vous veillez à une protection adéquate de la propriété intellectuelle, tout ça crée vraiment un contexte encore plus favorable pour nos entreprises. 3000 entreprises belges exportent vers le Canada. Eh bien, sans doute que certaines qui exportaient exportent plus, certaines qui pensaient éventuellement à attaquer le marché nord-américain l'ont fait grâce à cette perspective, grâce à ce cadre facilité par le CETA. C'est ça, c'est essentiellement un cadre. Monsieur Ayoub, on va revenir sur les oppositions qu'il y avait eu aussi et voir si elles se sont plus ou moins vérifiées sur les 2 années. En Belgique, il y a eu une forte opposition au CETA, en tout cas dans le côté wallon, qui n'a toujours pas d'ailleurs ratifié le traité. Comment ça a été vu, ça, depuis le Canada? On s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font ces Européens? On propose un accord qui, a priori, pourrait être bénéfique pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de le... Comment ça a été perçu?
On a été patient et on comprend un peu la démarche européenne par rapport au Canada. On comprend les sous-entendus et on lit entre les lignes par rapport au CETA. On sait très bien que le Canada est dans une dynamique nord-américaine. Je pense qu'il y a eu un peu, disons, un mélange et une incompréhension par rapport à cet accord-là canadien qui n'est pas nord-américain, qui n'est pas avec les États-Unis d'Amérique. Et donc, ça a soulevé des débats légitimes en Europe, dont en Belgique, en Wallonie, où on a des liens très forts. Le Québec a des liens très forts avec la Wallonie. Le Canada a des liens très forts, évidemment, historiques avec la Belgique et plusieurs pays européens. Donc, il y a eu un débat qui a été nourri à différents endroits, non seulement en Belgique, mais en France, un peu partout, d'une façon très légitime. Nous, on était quand même assez confiants que le CETA allait être signé, accepté, parce qu'on était totalement convaincus des avantages que ça pouvait apporter sur les deux territoires. Et c'est ce qu'on est en train de vérifier, finalement, Belgique inclus, Wallonie inclus, des avantages très rapides qui se sont manifestés à travers une augmentation des exportations, comme l'a nommé mon collègue ici. Donc, il y a une facilité qui a été amenée avec le CETA, avec une élimination des tarifs douaniers et une simplification, finalement, de tout ce qui est la paperasse, l'administration, pour nommer que ces deux critères-là par rapport au CETA. Donc, on comprend la dynamique et puis on est actuellement dans une dynamique après mise en vigueur provisionnelle qui est maintenant signé au complet par 14 pays, incluant la France. La Belgique n'a pas encore signé. On est confiant que la Belgique le fera, prendra son temps et il n'y a pas vraiment un deadline. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de deadline en soi. Et donc, entre-temps, les compagnies belges, wallonnes incluses, pourront et peuvent dès maintenant profiter de cet accord-là. Monsieur Joris, comment c'est au sein des compagnies belges, comment c'est perçu? C'est effectivement une opportunité, a priori, de s'ouvrir à des nouveaux marchés. Les compagnies étaient plutôt positives, a priori, à l'idée de s'ouvrir, c'est ça, à de nouveaux marchés. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment soutenu la négociation et puis la ratification du CETA depuis le tout début, étant en effet conscient de l'opportunité de ces accords de nouvelle génération qui, en effet, ont des volets tarifaires, non tarifaires, de simplification et autres. Et comme mon collègue l'a dit, les interrogations qui ont été mises en avant étaient tout à fait légitimes. Dès lors qu'on parle de santé alimentaire, dès lors qu'on parle des normes sociales, des normes environnementales, il y a des questions tout à fait légitimes qui se posent. Ce qu'on a extrêmement déploré, et on a essayé de faire beaucoup de pédagogie autour de ces questions-là, c'est que certains ont essayé de faire transformer des questions tout à fait légitimes en vérité inéluctable, en scénario qui allait se réaliser. C'est ça, le débat pouvait se poser, la question pouvait se poser, c'est pas pour ça que les éléments concrets allaient forcément arriver. Et c'est la raison pour laquelle on déploie maintenant presque la même énergie dans le suivi, le monitoring du CETA, justement pour pouvoir prouver, chiffres à l'appui, faits à l'appui, que ces craintes ou ces interrogations légitimes, ces craintes ne se sont pas matérialisées. Il est évident que l'accès au marché européen n'est pas devenu au rabais pour les produits canadiens, alors que nous serions très stricts par rapport à des produits venant d'autres parties du monde. Pour qu'un produit étranger puisse être exporté vers le marché intérieur, vers le marché européen, il doit satisfaire aux normes, aux standards européens. Et vice-versa, on n'a rien touché de ça. Le principe de précaution, on n'y a pas touché. L'interdiction des OGM ou de bœuf aux hormones, on n'y a pas touché. Et donc, il y a eu un malentendu, comme si, dans le cadre de ces accords commerciaux, on bradait vraiment l'accès au marché européen, comme si on bafouait les droits des consommateurs, qu'on jouait avec la santé des gens. Et c'est très grave, parce que certains sont presque parvenus à faire passer ce message, encore une fois, comme si c'était le scénario qui allait se réaliser et que donc le CETA était le diable absolu. Et donc, l'exercice que nous faisons maintenant, c'est d'essayer de montrer que ces craintes ne se sont pas matérialisées et que non, la protection des consommateurs, les normes environnementales, les normes sociales, sanitaires européennes n'ont pas du tout été rabaissées juste pour faire un peu plus de commerce avec un partenaire étranger. C'est ça, pour augmenter le nombre d'échanges. Monsieur Ayoub, c'est une opposition qu'on a vue dans d'autres pays aussi. C'est pas propre à la Belgique non plus. C'était au final, comme le disait Olivier Joris, une question relativement légitime à se poser avant de signer. Absolument. Comme on vient de dire, il y a une panoplie de questions à se poser et des réponses à apporter. Je pense que les réponses ont été apportées. Je suis content que mon collègue l'apporte et que ça vient de ce côté-ci de l'Atlantique et pas nécessairement et obligatoirement de notre côté. Mais on voit
que le Canada, c'est pas le méchant loup dans la bergerie et suit toutes les normes et les règles européennes comme les autres pays. Mais cet accord-là vise à faciliter les échanges économiques entre l'Union européenne et le Canada. Est-ce qu'on s'est posé la question dans l'autre sens également? Parce qu'en soi, si le CETA permettait l'entrée plus facile, facilitée, simplifiée de produits canadiens sur le territoire européen, ça marche aussi dans l'autre sens, avec des produits européens qui peuvent arriver sur le territoire canadien. Est-ce qu'il y a eu la même réflexion de se dire, mais on n'a pas les mêmes normes, est-ce que ces produits européens vont nous satisfaire à nous, Canadiens? Vous avez des normes en Europe qui sont élevées et ça peut même devenir un modèle pour nos produits et nos exportations canadiennes, pour améliorer nos produits, puis en fait démarcher d'autres marchés avec des produits qui sont rehaussés par leur qualité grâce finalement aux exigences que l'Europe demande aux exportations canadiennes sur l'Union européenne. Donc ça peut être un côté positif pour la compétitivité des produits et services canadiens, non seulement sur l'Union européenne, mais sur l'ensemble du monde. Faut rappeler aussi que historiquement, le CETA est une initiative plus canadienne que européenne. Donc, on avait une ouverture et même un désir de, comme je l'ai expliqué en entrée de jeu, de vouloir faire plus d'échanges, de libre-échange. C'est de s'ouvrir. Et de diversifier son économie, parce qu'il faut comprendre que le Canada pour 75%, ses exportations se font avec les États-Unis. Donc, on se retrouve un peu, d'une certaine façon, isolé en termes d'exportation. Donc ça, c'est la dynamique typiquement canadienne. Et ce n'est pas nouveau, c'est un phénomène qui existe depuis 40, 50 ans. Et petit à petit, on essaie de diversifier. Donc, les traités de libre-échange s'inscrivent dans cette lignée-là. Et on fonde de grands espoirs à diversifier notre économie. On a moins une culture de diversification d'exportation, puisqu'on a le meilleur client au monde qui est au sud de nos frontières, qui achète nos produits, nos services, qui parlent la même langue, ils sont sur le même fuseau horaire. Il y a des facilités énormes. Et évidemment, il y a un traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, avec une dynamique mondiale qui est en changement, en mutation, le Canada, comme d'autres parties du monde, essaient de diversifier son économie, diversifier ses exportations, ne pas mettre ses billes dans le même panier. Et l'Union européenne est un marché très, très important pour le Canada et qui est appelé dans les prochaines années à se développer. Donc, de plus en plus, vous allez voir des entreprises canadiennes faire affaire ici en sol de l'Union européenne, mais encore une fois, il faut le dire très clairement, mais avec les standards et les demandes réglementées, on suit les règles de l'Union européenne. Donc, je me plais à dire que le Canada est probablement et assurément le pays le plus européen à l'extérieur de l'Union européenne. On a évidemment des liens culturels forts, historiques. Voilà, donc on parle français, on parle anglais, on vient du Royaume-Uni, on vient de la francophonie européenne et ça continue. Et même, je rajouterais sur le Canada, dans le centre et dans l'ouest, il y a beaucoup de gens qui viennent originalement de l'Europe de l'Est. Donc, on est vraiment un pays formé par des gens qui viennent de première, deuxième, troisième génération. Oui, toujours maintenant, c'est un pays d'immigration, le Canada. Il y a encore beaucoup de gens qui partent pour aller vivre, y compris en partant d'Europe. Et même on demande, parce que la situation actuelle, c'est qu'on est en cours de main-d'œuvre, c'est-à-dire il nous manque de main-d'œuvre qualifiée, et il y a beaucoup d'opérations, de missions qui s'opèrent sur l'Union européenne, entre autres, pour aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'il faut comprendre que le taux de chômage au Canada est aux alentours de 3%, tout dépendamment des régions. Donc, ce qui est très, très faible. On est en plein emploi. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là où, effectivement, le Canada est encore ouvert à l'immigration. À l'immigration. Oui. Une courte pause dans cette émission. Juste après, on continue à parler de traités de libre-échange, de traités commerciaux internationaux et un petit peu du CETA. À tout de suite. Moi, je pense qu'on peut l'amener. La suite de ce Pour Info consacré au CETA, aux accords commerciaux et aux traités de libre-échange. Olivier Joris, donc on le disait tout à l'heure, au moment de
pas au moment de la mise en place, justement, au moment où on a commencé à discuter d'une ratification éventuelle du CETA. Il y a énormément de choses qui ont été mises en avant par les partisans du traité, évidemment, en expliquant que ça allait diminuer le nombre de barrières, que ça allait simplifier les questions administratives, que ça allait permettre à tout le monde de faire plus de commerce, plus d'échanges, que ça allait être très positif. Il y avait évidemment, comme à n'importe quelle pièce, il y a toujours deux côtés, des détracteurs du traité qui disaient attention, on va se retrouver avec des produits pas aux normes européennes, etc. Au final, ces garde-fous, ces balises, ils existent et il y a énormément de vérités qui ont été énoncées, enfin de pseudo-vérités en tout cas qui ont été énoncées à ce moment-là, qui se sont avérées n'être pas vraies. Et donc tant qu'à faire, maintenant qu'on peut pas tout à fait tirer un bilan, mais en tout cas déjà dégager les tendances, autant tordre le cou à ces contre-vérités. Non, mais très volontiers. En effet, on peut espérer que la crise CETA qu'on a pu connaître en 2016 aura au moins eu un avantage, c'est qu'on aura parlé des accords commerciaux et faire œuvre de pédagogie peut-être en effet pour expliquer ce que c'est, ce que ce n'est pas, quelle est la finalité et ce que ça ne va pas engendrer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de craintes qui ont été, encore une fois on l'a dit tantôt, légitimes, qui ont été exprimées, mais malheureusement qui ont été déformées ou exagérées par certains. Je vous donne quelques exemples. Je disais tout à l'heure que 98% des tarifs douaniers ont été supprimés, c'est pas 100%. Eh bien, pour les 2% restants, on parle de secteurs sensibles, notamment liés à l'agriculture, aux produits agricoles. Eh bien, pour ces secteurs-là, soit on a maintenu les droits de douane, soit on a prévu un phasage pour leur diminution, de façon à ce que les uns et les autres puissent s'adapter. En plus, puisqu'on parle des produits agricoles, comme je disais tout à l'heure, 150 appellations géographiques, le jambon d'Ardenne, ce genre de choses, le jambon de Parme et la feta grecque sont protégés sur le marché canadien, avec évidemment des protections pour des appellations géographiques canadiennes sur le marché européen. Mais donc, ça c'est encore une fois une crainte qu'on pouvait éliminer. Je vous invite à lire le CETA, c'est 1000 pages, mais c'est intéressant. Je dirais que presque chaque chapitre en disant que cet accord ne va en rien mener à un abaissement du niveau de protection des consommateurs, des normes sociales et environnementales au Canada et aux États-Unis. Et on fait référence à toute une série de conventions internationales ou de principes vraiment fondamentaux. Vous avez sur les 1000 pages, plus de la moitié des pages, ce sont des exceptions. Ce sont toutes des domaines, des produits, tous les cas qui ont été prévus, qui ne vont pas être visés par la mise en œuvre du CETA. On donne accès à un certain secteur, sauf au niveau européen, telle et telle activité perçue comme peut-être trop vulnérable ou pas encore prête à cette ouverture. Vous avez des exceptions qui valent pour toute l'Europe, vous avez des exceptions qui valent par pays. Et je crois que peu de gens connaissent ces exceptions que la Belgique a négociées, par exemple, dans la libéralisation de certains services. Juste pour vous dire que les négociateurs ont pris le temps, le processus a presque pris 10 ans. Ce sont évidemment les spécialistes de la santé qui ont négocié des paragraphes relatifs à la santé, d'autres sur les contrôles phytosanitaires pour ce genre de questions-là. Donc ce n'est pas comme ça la DG Commerce de la Commission qui se sent investie d'une mission. C'est ça qui tout d'un coup, du jour au lendemain, décide de décider elle-même des normes sanitaires. Renégocier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe de précaution, évidemment, continue à prévaloir. Ce qui ne peut pas être importé dans l'Union européenne ne l'est pas plus avec le Canada qu'avec d'autres. Toutes les normes, tous les standards européens continuent à prévaloir. Donc voilà, on a vraiment traité toutes ces questions un peu à la légère, encore une fois partant d'interrogations légitimes, mais on a fait passer vraiment un scénario du pire, comme si au nom du commerce, eh bien voilà, on mettait de côté toutes nos normes juste pour faire du business, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et il y a eu un malentendu, nous ne le demandons pas non plus. Il y a un malentendu sur la coopération réglementaire, les obstacles non tarifaires, on parlait tout à l'heure des tests redondants qui sont faits parfois de part et d'autre de l'Atlantique. Nous n'avons jamais demandé qu'on affaiblisse les normes et les standards européens. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, nos normes sont élevées, c'est aussi un standard de qualité reconnu mondialement. Les produits européens sont vraiment des produits innovants de qualité. Nous n'avions évidemment pas intérêt à ce que tout à coup on abaisse ces standards et que nous essayions de jouer dans une sous-catégorie asiatique ou autre. Donc il y a eu énormément de malentendus autour de la finalité d'un accord et de ce que les uns et les autres pouvaient en espérer. Et j'espère que maintenant que les chiffres montrent que ces craintes n'ont pas été matérialisées, eh bien qu'on pourra avoir un débat un peu plus rationnel sur le commerce, sur les avantages du commerce, sur les balises, les garde-fous nécessaires à prévoir et qui sont prévus dans ce genre d'accord pour, comme je le disais, avoir un climat peut-être plus serein parce que l'Union européenne continue à négocier d'autres accords qui vont devoir aussi être débattus et ratifiés. C'est ça, ce débat-là ne s'arrêtait pas uniquement au CETA, même si c'est de ça, entre autres, dont on parle aujourd'hui. Monsieur Ayoub, il y a aussi toute une question autour de l'agriculture. C'est un des secteurs qui avait énormément été mis en avant, la question du CETA. Comment ça se passe au Canada? Est-ce qu'au final, le Canada a commencé à exporter tout son bétail vers l'Union européenne ou pas du tout? Pas du tout.
Je répondrais Parce que ça directement. C'était une des craintes où tout le monde a dit mais on va voir débarquer du bœuf aux hormones, etc. Enfin, voilà, je vous cite des chiffres. Bœuf, 2% utilisé sur quota. Quota qui était déjà très, très peu à l'exportation. Permis d'exporter du bœuf canadien sur l'Union européenne. Je n'ai pas le chiffre avec moi, mais c'est un quota très marginal. Et le Canada a utilisé 2% de ce quota-là. Donc, on voit que, oui, il y a CETA. Oui, on parle du CETA aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un outil pour pouvoir faire des affaires, faire des exportations. C'est les balises, les règlements pour pouvoir faire des affaires. Donc, il y a d'autres paramètres qui jouent. Il y a les coûts de production, d'exportation, de transport, un arrimage sur la qualité dont les Canadiens doivent faire face pour pouvoir rentrer sur l'Union européenne. Je pense que c'est de l'ordre de 70 éleveurs de bovins qui ont été accrédités sur quelques milliers. C'est ça, il y en a 70, 70 qui sont capables de satisfaire aux normes européennes et donc d'envoyer leur production, leur bétail vers le continent. Soit par capacité d'être capable de le faire, soit aussi par volonté. Oui. Donc, encore une fois, notre principal client, c'est les États-Unis. Ça reste les États-Unis. Donc, avec des normes différentes et avec une culture d'échange économique qui est inscrite depuis que l'Amérique a été découverte. Donc, on s'inscrit dans ces dynamiques-là, mais petit à petit, et je pense qu'on est trop collé sur la mise en vigueur il y a 2 ans du CETA, pour parler du CETA, pour voir vraiment les effets et les effets bénéfiques du CETA de part et d'autre sur l'Union européenne et le Canada. Donc, pour le bénéfice des 2 territoires, parce que l'Union européenne est aussi dans cette dynamique-là de signer des traités de libre-échange. On parle beaucoup du CETA. Il y a eu évidemment des arguments contre, légitimes, une démarche qui a été faite. En même temps, j'ai l'impression, et c'est plus qu'une impression, ça devient une réalité, que le CETA devient finalement un repère, comme un repère positif, qualitatif sur les accords de libre-échange. Parce que l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Japon aussi. On en parle beaucoup, beaucoup moins. Pourtant, le Japon ont une production bovine. On peut parler de Kobe et compagnie de très haute qualité. On pourrait s'inquiéter éventuellement. Oui, c'est ça, de voir. Mais pour une raison ou une autre, et c'est pour ça que d'entrée de jeu, je disais que je pense qu'il y a un mélange, une mauvaise compréhension du CETA et en arrière, si on lit entre les lignes, et puis encore une fois, on peut comprendre que les gens en Europe peuvent penser tout de suite aux États-Unis. Ils se disent, bon, Canada, États-Unis, c'est la même chose. Si on s'ouvre au Canada, on va diminuer la qualité de nos exportations, la qualité de nos produits dans les supermarchés, parce qu'il va y avoir des produits américains qui vont passer par le Canada et arriver sur l'Union européenne, ce qui est tout à fait faux. Et il faut le dire clairement. Et si on y va tout simplement en tant qu'individu, se balader dans les supermarchés ici en Europe, on voit bien que la qualité... Elle est là, suit les normes de qualité. Oui, et puis même la provenance. Oui, c'est ça, on est toujours avec le bœuf d'Irlande. On n'a toujours pas été dans les supermarchés en Europe aujourd'hui. C'est ça, inondé de produits. Je voyais justement une statistique notamment où sur le côté canadien, où évidemment on est effectivement assez content, mais il y a des secteurs qui... toujours avec la prudence que nous impose le timing entre la mise en vigueur du traité et aujourd'hui. Mais il y a notamment des secteurs, et je pensais notamment à l'agriculture et tout le secteur de la production laitière, qui au Canada disaient qu'ils n'en profitaient pas énormément parce que, à part, il y avait juste une exception, c'est le fromage en grains de la région de Montréal. Oui. Parce que là, il représente une spécificité, et donc c'est ça, il faut vraiment des produits extrêmement spécifiques qui sont a priori introuvables ailleurs en Belgique, parce que sinon, je ne doute pas que les fromages canadiens sont très bons, mais il y a déjà toute une production ici, et donc tout avec les coûts d'exportation, etc., c'est bien la preuve qu'on ne va pas être inondé, et qu'on ne l'est pas tout court inondé de produits sur le marché européen, parce qu'il y a des alternatives qui existent en Europe et qui resteront toujours moins chères à produire dans un pays voisin. Voilà, alors on touche vraiment dans le cœur du sujet, le fromage, qui est je dirais un produit même culturel européen, qu'on
apprend et qu'on a apprivoisé, nous, de notre côté, pour faire une petite histoire. Au Québec, il y a une industrie laitière, fromagère qui s'est installée depuis les 20-30 dernières années avec une spécificité, avec des qualités autres que le fromage en grains que vous commencez à recevoir pour mettre sur les frites. Mais il y en a d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les quantités de production n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Et la quantité de consommation sur le marché local au Canada n'a rien à voir avec le marché européen. Donc, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et donc, pour faire des exportations sur le marché de l'Union européenne, comme vous l'avez dit, où il y a énormément de produits de qualité, il faut qu'il y ait vraiment une raison qualitative au niveau du prix, au niveau d'un réseau de distribution qui va justifier toutes ces exportations-là. Donc, on n'est pas encore dans cette dynamique-là. Je vous dirais que le consommateur canadien bénéficie plus des importations européennes, chose qu'il faisait avant le CETA. Hein. On consommait des fromages européens, du vin européen, on continue à le faire, mais ça devient plus facile. On a augmenté la variété et on espère que petit à petit, pour nous, Canadiens, le marché se développera et on apportera une diversité sur le marché de l'Union européenne. Olivier Joris, c'est également... Quand on a parlé CETA au départ, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup vraiment produits, qu'on parlait bien. On a beaucoup parlé d'agriculture, notamment la viande, les céréales, etc. Alors que c'est évidemment du commerce globalisé, donc des biens et des services. Et l'industrie des services, on a profité aussi en Belgique. C'est pas uniquement pour effectivement, c'est ça, exporter soit du fromage, soit du bœuf, soit des machines. Mais les individualités, vraiment le secteur des services a aussi pu profiter de cet accord. Au final. Absolument. Donc le secteur financier, par exemple, je parlais tout à l'heure du dragage et autres, c'est aussi catégorisé comme du service. Tous les services aux entreprises également, vous exportez un bien, et bien souvent vous avez une équipe qui va pour veiller à l'installation, le démarrage, la formation éventuellement des équipes. Et donc le CETA facilite, pour vous donner un exemple, justement cette mobilité professionnelle. Vous exportez une machine vers votre client canadien, et bien le CETA a aussi facilité le fait qu'une équipe de techniciens puisse se rendre au Canada pour faire veiller, de la maintenance, vérifier, etc. Maintenance, lancer l'installation, former les gens qui vont l'utiliser. Donc cette mobilité professionnelle liée à l'exportation d'un bien, mais qui est catégorisée comme du service, est aussi facilitée par le CETA. J'ai parlé du secteur financier, les télécoms, je fais le lien, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec l'accès au marché public. Eh bien, tous ces secteurs-là, que nous représentons aussi, qui représentent quand même une grande part aussi d'activité économique en Belgique et en Europe, en a bénéficié. Et je crois que la Commission européenne a même pointé qu'on a connu déjà une exportation au niveau européen, une augmentation des exportations de plus de 10% pour les biens et de plus de 16% pour les services. Parce qu'on est de plus en plus dans une interaction poussée entre l'industrie et les services, l'un n'allant pas finalement sans l'autre. Il y a quelque chose aussi que je voulais évoquer avec vous, où on a regardé les chiffres qui concernent essentiellement la Belgique, directement, en tout cas en termes de commerce direct. Ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que comme la Belgique est un petit pays, qu'une petite économie qui est au centre d'une économie complètement globalisée, c'est que parfois on ne retrouve pas dans ces chiffres-là des bénéfices dont les entreprises belges peuvent profiter parce qu'on passe par un sous-traitant quelque chose et c'est peut-être une entreprise allemande qui va faire le contrat final avec l'entreprise canadienne et pourtant l'entreprise belge a aussi participé au produit et donc elle en profite aussi. Tout à fait, donc c'est le phénomène des exportations indirectes. Alors, nous l'avons calculé pour le Canada. Lorsqu'on exporte en direct de Belgique vers le Canada pour 100 €, vous pouvez rajouter 80 € d'exportation indirecte. Ce sont, comme vous l'avez dit, les composants, les entrants, je dirais, belges qui se retrouvent dans des produits finalisés en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, nos plus grands partenaires commerciaux, ou au Royaume-Uni, dont une partie va être exportée, la grande exportation, sur des marchés tiers, dont le marché canadien. Et donc, en additionnant toute cette valeur ajoutée belge dans les exportations des autres pays européens vers le Canada, on arrive à ce chiffre, on peut presque finalement doubler, je disais pour 100 € en direct, 80 € en indirect. Donc on peut presque doubler les statistiques bilatérales si on veut vraiment se donner, avoir une image complète de l'importance de nos exportations et de l'augmentation de nos exportations vers le Canada. C'est vrai que
Près de 80% de l'exportation belge est à destination du marché intérieur, de nos partenaires européens, mais comme je l'ai dit, nous savons qu'une bonne partie de ça se trouve dans des produits finis exportés à travers le monde. C'est le cas pour l'automobile et d'autres secteurs comme ça. Donc ces accords commerciaux sont bons pour la Belgique, sont bons pour les autres pays européens, et quand ils sont bons pour les autres pays européens, ils sont aussi bons pour nos entreprises, souvent des PME, qui fournissent en effet ces gros clients européens. Monsieur Ayoub, au moment dans les arguments des détracteurs du CETA, il y avait effectivement toute la question des normes. Il y avait aussi la question de l'arbitrage, de qui va pouvoir décider en cas de problème. Là, c'est pas encore tout à fait réglé au final. C'est en train de s'installer, c'est une dynamique qui s'installe donc oui, c'est encore, il y a encore des choses à faire et éventuellement. C'est vraiment un traité qui vit encore et qui va vivre et qui va être dans une dynamique où il va y avoir des ajustements et que c'est tout à fait normal d'avoir des ajustements. Il va y avoir probablement, et là on est vraiment longtemps à l'avance, mais un CETA 2.0, comme il y a eu un ALENA 2.0 après 25 ans d'accord commercial de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, chose qui a été renégociée par Trump, mais qui allait être renégociée par Hillary Clinton si elle avait gagné les élections. Donc c'est quelque chose, c'est une dynamique où il y a un mouvement, où il y a des ajustements par rapport à la réalité économique mondiale, par rapport à la réalité économique entre les deux territoires, et ça fait partie. Donc oui, effectivement, c'est l'arbitrage est quelque chose qui devra se mettre et qui se mettra dans les prochains mois, prochaines années. Olivier Joris. Oui, et l'arbitrage est peut-être aussi un des thèmes sur lesquels il fallait peut-être faire plus de pédagogie. Et on peut peut-être espérer en effet qu'avec ces procédures modernisées, puisque le CETA comporte une procédure d'arbitrage modernisée, qui va être un peu la base d'ailleurs qu'on retrouve dans l'accord avec le Vietnam, par exemple, que l'Union européenne a entre-temps négocié. Donc c'est la nouvelle base, la nouvelle version moderne de l'arbitrage entre l'Europe et le Canada qui fait maintenant foi. Et on a amélioré le système, mais comme je disais, il y a eu beaucoup de malentendus aussi. On a fait croire que n'importe quelle multinationale canadienne allait pouvoir attaquer n'importe quelle législation belge ou européenne pour essayer de la changer sous la menace d'une... Par exemple, pour faire diminuer un standard. C'est évidemment pas le cas. De quoi s'agit-il? C'est simplement permettre à une entreprise qui se sent expropriée de pouvoir demander à un tiers de venir lui donner ou non... Donner un avis, donner un point de vue. De dire, moi je me sens discriminé par rapport à une entreprise canadienne sur le même segment au Canada, où une autorité m'a exproprié, où j'ai fait un investissement et un retrait d'une licence, une rupture unilatérale du contrat, je demande à un tiers de venir regarder ce qui s'est passé et voir si, oui ou non, j'ai droit à une compensation. Pas une compensation sur les profits escomptés, une compensation par rapport à un investissement qui aurait été fait et où on trouve, à tort ou à raison, qu'on n'a pas été traité correctement par une autorité, qu'elle soit canadienne pour un investisseur européen là-bas ou européenne pour un investisseur canadien. C'est pas plus que ça. Et tout ça a été modernisé, la transparence de la procédure. La grande innovation aussi, c'est que maintenant, ce sont des arbitres publics, ce sont des arbitres nommés par le Canada et l'Union européenne qui vont se pencher sur d'éventuels cas comme cela. Ce n'était pas le cas par le passé. Donc voilà, on a modernisé l'instrument, mais la philosophie, elle existe dans plus de 1500 accords. La Belgique a plusieurs centaines d'accords avec une clause d'arbitrage. C'est une procédure habituelle de permettre à un tiers de venir donner ou non raison à l'autorité publique ou à l'entreprise. Et encore une fois, pas pour changer une législation. Et bien souvent, il s'agit de décisions administratives, comme je disais, le retrait d'une licence ou ce genre de choses. Et donc, c'est important que ça figure dans l'accord. C'est modernisé. C'est maintenant la version que l'Europe propose à ses partenaires étrangers. Mais là aussi, il y a eu beaucoup de malentendus. Et j'espère que cette pédagogie permet aussi de lever les doutes sur le sujet. On l'espère. En tout cas, que cette émission peut au moins servir à ça. La dernière partie, justement, de cette émission, on parlera un petit peu des accords de libre-échange au sens large. Restez bien avec nous juste après cette courte pause. Encore 15 minutes à passer 15 minutes à passer ensemble à parler du CETA, à parler des accords de libre-échange avec Olivier Joris de la Fédération des entreprises de Belgique et Sam Ayoub de la Chambre économique Canada Union européenne, Europe, Canada, Union européenne, j'y suis. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pour un peu clore le débat, en tout cas sur le CETA, sur l'opposition qui a été faite au CETA, c'est qu'aujourd'hui, en Belgique, ce n'est pas encore ratifié par toutes les entités. Ça l'a été par la Flandre, par l'État fédéral, pas par la Wallonie, par exemple. C'est un message que vous voulez faire passer envers le monde politique, qu'à un moment, ça peut être intéressant pour tout le monde, pour les entreprises, pour le monde politique, pour les citoyens.
Absolument, nous l'avons fait pendant la négociation, nous l'avons fait au moment de la crise à l'automne 2016 et nous le faisons depuis en effet avec des chiffres, avec des faits à l'appui de dire voilà, la tendance est positive, la tendance est prometteuse et donc la Belgique ne peut pas se marginaliser, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, 14 pays l'ont ratifié, des petits, des moyens, des grands, dont la France et donc nous appelons vraiment les autorités francophones du pays à ratifier au plus tôt l'accord puisque les promesses sont au rendez-vous et les craintes étaient finalement infondées. C'est ça, à un moment, ne pas signer cet accord, ne pas le ratifier, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied par rapport aux pays concurrents, évidemment, aux pays voisins. Oui, et puis c'est prendre quelque part, imaginons que nous soyons les derniers, c'est quand même prendre quelque part un peu en otage le reste de l'Union européenne, pour en plus, on ne va pas entrer dans le détail, mais des compétences qui sont principalement, exclusivement européennes, mais de par la question d'arbitrage, les autorités, les parlements nationaux et régionaux ont été appelés à s'exprimer, mais le commerce est une compétence vraiment exclusive du niveau européen. Le Parlement européen l'a ratifié, les États membres l'ont ratifié. Donc la Belgique, la Wallonie ne peut pas prendre en otage le reste de l'Union européenne. 10 ans de négociations, maintenant 2 ans de mise en œuvre. Les tendances sont positives, les craintes n'ont pas été matérialisées. Donc il faut que la Belgique soit conséquente aussi avec elle-même et ne soit pas le mauvais élève européen. Sam Ayoub, la conclusion générale, en gros, c'est qu'on est parti d'un point de vue un petit peu négatif, essentiellement à cause d'une mauvaise presse, d'une mauvaise publicité qui a été faite autour de ce traité. Et là, au final, avec les tendances qui se dégagent, on bascule vers quelque chose, c'est ça, il y a vraiment un basculement de l'impression que le CETA peut faire vers l'extérieur. Oui, je pense que oui, et puis il faut tirer des leçons, même si c'est quand même assez jeune, 2 ans, des expériences après CETA, et vraiment de faire une analyse objective. Les craintes, des fois, ont été subjectives et légitimes. Mais pour parler de la Wallonie, les Wallons sont nos amis. Au Québec, on est vraiment francophone. La ville de Québec est liée depuis 20 ans avec la ville de Namur. Il y a des ententes qui se font entre entreprises de Wallonie et du Québec, plus spécifiquement de ces 2 régions-là. Donc, je pense qu'au contraire, il y a des opportunités à saisir et l'avenir deviendra très, très florissant pour les entreprises wallonnes et même pour les individus en Wallonie, parce qu'il va y avoir des répercussions économiques sur ces échanges-là qui vont bénéficier aux Wallons, pour parler, puisqu'on parlait de la Wallonie. Donc, on est vraiment dans une dynamique, je pense, très positive. Nous, les Canadiens, on a une nature très positive de voir les choses. Je pense, comme je le disais en milieu d'émission, que le CETA devient une référence, au contraire. C'est ça pour les autres traités internationaux, les autres de libre-échange. Un socle qui fait que toutes les questions auront été posées, les craintes auront été émises. Et puis, maintenant, on voit que ce traité-là est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur traité de libre-échange qui existe actuellement dans le monde. C'est Olivier Joris, on le voyait tout à l'heure avec Sam Ayoub, le point de départ au CETA, c'est le Canada qui se dit je fais une immense majorité de mes échanges avec les États-Unis et à un moment il faut varier, il faut multiplier les partenaires commerciaux. On ne peut pas comparer les tailles, la superficie évidemment des 2 pays, mais c'est un raisonnement qu'on peut aussi poser à la Belgique et à un moment dans une petite économie comme la nôtre qui évolue au sein d'un monde aussi globalisé que l'Union européenne et que le commerce international, c'est indispensable en fait d'avoir des traités pareils. On ne peut pas s'en sortir en jouant chaque pays cavalier seul. Absolument, je crois qu'il faut être réaliste, il faut aussi voir les évolutions. Nous sommes habitués à la concurrence. Quelque part, la zone de libre-échange, je dirais, la plus aboutie, c'est le marché européen. C'est Schengen. Des normes élevées, avec une libre circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux, encore une fois encadrés. Donc voilà, nous sommes habitués à ça. Mais il faut être attentif aux tendances internationales. Quelques chiffres, quelques faits. 80% du PIB de la Belgique provient de nos exportations, principalement vers le marché européen, mais j'ai parlé des exportations indirectes, et puis une partie aussi en direct vers les pays tiers. Il faut évidemment garder ça. On n'a pas beaucoup de matières premières, donc les accords commerciaux sont aussi importants dans la dimension entrante. On apporte du Canada, par exemple, du bois, des diamants et autres, donc il y a aussi cette dimension d'importation. Des matières premières au Canada, ça y en a. Importante. Un peu. Mais si on regarde un peu les tendances internationales, à terme, dans 10-20 ans, 90% de la croissance mondiale sera générée en dehors de l'Union européenne. Et le monde ne s'arrête pas de tourner. Le monde n'attend pas l'Union européenne. Des alliances régionales se nouent aussi. On a parlé des liens denses entre le Canada et ses voisins du Sud, États-Unis, Mexique. Mais le Canada fait aussi partie du Trans-Pacific Partnership, avec des pays comme le Vietnam, le Japon. Si nous n'avions pas eu le CETA, un bien européen ou un bien japonais
tout à fait similaires, eh bien, un bien japonais aurait quelque part été importé plus facilement et moins cher au Canada que son concurrent similaire européen. Grâce au CETA, on rétablit cette compétitivité entre pas une égalité, mais une voilà. compétitivité. Et ce n'est qu'un exemple d'alliance régionale. Donc si vous mettez tous ces phénomènes ensemble, 90% de la croissance en dehors de l'Union européenne, il faut se positionner sur ces marchés. Le besoin en matières premières pour l'Union européenne et le fait que d'autres alliances régionales se nouent, il faut faire partie du jeu. Et en plus, ce qu'on constate, c'est que même entre pays OCDE, on voit une recrudescence des mesures protectionnistes, on voit une recrudescence des obstacles au commerce. Eh bien, nous pensons vraiment que ces accords de nouvelle génération, avec en effet des standards et des normes très élevés, permettent justement à l'Union européenne de rester dans la course de ces alliances commerciales, mais aussi de façonner quelque part la mondialisation, le commerce du XXIe siècle sur base de nos normes et de nos standards. Si nous ne le faisons pas, on risque à terme d'être marginalisé et de devoir subir d'autres standards. Donc voilà un peu les raisons, je dirais, plus stratégiques qui nous poussent à soutenir ces accords commerciaux. Pas à n'importe quel prix, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne plaidons pas pour l'abaissement des normes et des standards parce que nos produits sont des produits de qualité reconnus comme tels dans le monde, mais il faut pouvoir se positionner sur les marchés en croissance. Et les accords commerciaux sont des avenues, sont des cadres qui facilitent ces échanges et autant le faire sur base des standards occidentaux qu'un jour devoir subir d'autres standards. Ça veut dire que des accords commerciaux, évidemment, il y en a d'autres. On a pas mal parlé de celui avec le Mercosur, donc avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Au final, on peut faire des parallèles en se disant qu'il y a aussi énormément de choses qui ont été mises en avant par des détracteurs, notamment tout le monde agricole qui redoutait de voir aussi arriver toute une production bovine. Les schémas sont les mêmes au final entre d'un accord commercial à l'autre. Mais un accord est toujours spécifique. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, le CETA a été quelque part pollué par la discussion, le contexte très négatif qui entourait les négociations TTIP avec les États-Unis. Et on s'est dit, ce sera exactement la même chose, et donc ça va être mauvais. Parce qu'ils sont voisins, c'est presque la même. Oui. Donc évidemment, chaque accord a ses spécificités. J'ai parlé de l'accord avec le Vietnam, avec le Japon. Il y a chaque fois des choses, c'est pas du cut and paste, c'est vraiment des choses qui sont affinées. La question des règles d'origine, par exemple, dans l'accord avec le Vietnam, sont extrêmement poussées pour s'assurer que ce n'est pas, par exemple, du textile chinois qui entre au Vietnam, on met une étiquette Made in Vietnam et ça rentre en franchise douanière en Europe. Il faut une triple transformation parfois au Vietnam pour que le produit soit reconnu comme venant du Vietnam avec des préférences tarifaires. Par rapport au Mercosur, ça vit aussi, mais il y a peut-être d'autres questions qui vivent comme l'agriculture. Donc tous ces accords sont vraiment négociés tenant compte des spécificités, mais les garde-fous dont je parlais tout à l'heure dans le cadre du CETA pour le secteur agricole sont encore plus présents dans le cadre du Mercosur. Il y aura encore plus sans doute de quotas ou de phasing out, comme on dit, de façon à quelque part protéger nos secteurs plus vulnérables. Mais globalement, la négociation Mercosur n'est pas clôturée, donc on attend de voir les textes définitifs pour se prononcer. Mais à ce stade, l'évaluation que nous faisons est globalement satisfaisante, même si certains de nos secteurs, de nos sous-secteurs, sont peut-être potentiellement plus exposés aux importations du Mercosur que d'autres régions du monde. Et on compte sur nos autorités pour prévoir justement ces garde-fous, ces mécanismes on ne va pas se tirer une balle dans le pied par plaisir, on ne va pas exposer nos entreprises, nos agriculteurs à une concurrence déloyale, mais tout ça est prévu dans l'accord et est en train d'être finalisé. Donc nous sommes plutôt confiants. Tout ça est réfléchi, évidemment. Sam Ayoub, à la Chambre économique Canada-Europe, je regardais un petit peu hier ce que vous faites concrètement, et c'est vraiment l'idée d'aller tendre la main à des entreprises belges, à des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics, à un peu tout le monde, en leur expliquant, voilà, vous voulez faire du commerce avec le Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Les retours sont bons, les gens en général vous disent, les gens qui ont pu bénéficier justement de ce service de facilitateur, comment ils se retournent vers vous derrière? En parallèle, le branding du Canada est excellent. Les retours sont excellents. On a probablement, en mettant le drapeau canadien comme ça en arrière de vous, les gens, ils voient des choses, des territoires, des gens et un pays stable, un pays transparent avec des règles bancaires fiables, le meilleur règles bancaires au monde. Dans la crise de 2008, le Canada est le seul pays du G7 à s'en être sorti sans conséquences. On n'a pas eu de récession, on n'a rien eu de ça. Donc, non, le branding est excellent et on parle beaucoup, quand on est à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup de l'Afrique, on parle beaucoup du Moyen-Orient. Très peu du Canada. Donc, la Chambre économique Canada-Europe est là pour mettre une présence canadienne plus concrète sur l'Union européenne, pour les Européens,
à laquelle ils peuvent se référer, cogner à la porte, prendre l'information, démystifier certaines choses et s'intéresser encore plus de passer de l'acte de la sympathie versus le Canada à des actes très concrets. Je le disais tout à l'heure, il y a des opportunités d'affaires intéressantes parce qu'on parle du CETA et de traités de libre-échange, ça peut paraître très flou. Ce sont des accords qui ont été réalisés et construits par des avocats. Moi, je suis un homme d'affaires. Alors, à ce moment-là, je veux faire des affaires, je veux faire des échanges, je veux que ça se traduise dans des résultats concrets. Et c'est les hommes d'affaires, les entreprises, c'est ce qu'ils veulent au bout du compte. Donc, le Canada devient une terre aussi très, très intéressante pour investir et exploiter, exporter, non seulement exporter ses produits, mais pour pouvoir investir et s'implanter dans le pays pour pouvoir avoir accès à travers nos accords de libre-échange à plus de presque 2 milliards d'individus dans le monde à travers les accords du libre-échange du Canada. Donc, il faut mettre ça de l'avant, et on est là pour le rappeler, la Chambre économique Canada-Europe, que ça se traduit par des actes et des résultats très, très concrets. Et on va le voir au fil des années. On le voit quand on énumère les chiffres d'exportation, ce ne sont pas uniquement des chiffres, ça se transgresse en augmentation du nombre d'emplois dans une entreprise, en augmentation du chiffre d'affaires. Donc, c'est des aspects très, très positifs qui ont un impact très réel sur notre vie de tous les jours. Je repense à quelque chose comme ça qu'on en a parlé tout à l'heure dans les journaux. C'est vraiment une hypothèse. Je suis pas tout à fait sûr. Vous allez peut-être me répondre non tous les deux. On a pas mal parlé aujourd'hui de la relance, en tout cas en partie, de la guerre économique entre les États-Unis et l'Europe, avec une hausse des tarifs douaniers qui va être imposée par les États-Unis à toute une série de produits européens. Est-ce que c'est quelque chose dont un pays comme le Canada, via le CETA, peut profiter en disant si c'est plus compliqué avec les États-Unis, l'Union européenne va plutôt se tourner directement vers le Canada, ou ça n'a absolument aucune incidence? Je pense que pour dire les choses simplement et directement, avec la présidence de Donald Trump, c'est, comme on dit en anglais, un game changer. Il est en train de bousculer plein de choses et à la fois. Y compris. Il tire dans toutes les directions, Chine, Europe, Canada compris. La renégociation de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique s'est fait sous haute pression avec une relation de confrontation. Donc, c'est un style de négociation à la Trump, qu'on pourrait dire, et le Canada fait partie un peu de cette dynamique qui est envoyée par les États-Unis en ce moment. Donc, on se retrouve un peu dans une même position que l'Union européenne. On a été... Mais c'est comme étant partenaire des États-Unis depuis le début et leur plus grand partenaire, il y a une relation un peu privilégiée, il y a une écoute. Oui. On a passé à d'autres choses. On est maintenant, l'ALENA 2.0, et il est pratiquement signé. Donc, c'est fait. Mais oui, c'est un sujet d'actualité, les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, la Chine et les États-Unis. On pourrait en débattre des heures et des heures. Olivier Joris, vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui fait peur, entre guillemets, une relance de la hausse des tarifs douaniers, ou, comme on le disait, ça fait partie de la vie économique et politique aussi, et on trouvera d'autres traités pour essayer de rétablir un équilibre. Non, ça nous préoccupe énormément. La relation transatlantique est extrêmement importante entre l'Europe et les États-Unis. C'est vraiment le premier partenaire en termes d'investissement également de part et d'autre. Je pense que le commerce bilatéral États-Unis-Europe se chiffre à 2 milliards d'euros par jour. Donc on a évidemment une relation extrêmement dense. Et donc évidemment, cette façon de faire que vous décriviez nous inquiète au plus haut point. On a aussi un secteur aéronautique poussé en Belgique, avec aussi des partenariats autour d'Airbus. Donc tout ça nous préoccupe. Et puis nous sommes vraiment partisans du commerce ouvert et régulé. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, les États-Unis semblent avoir un problème avec la régulation multilatérale. On voit leur attitude par rapport à l'OMC ou d'autres enceintes internationales. Et ils semblent avoir un problème avec cette notion de commerce ouvert basé sur la saine concurrence. Et donc, ça nous préoccupe au plus haut point, parce que l'Europe il y a une procédure miroir. Est-ce que l'Europe peut ou non sanctionner les États-Unis pour des subventions octroyées à Boeing aux États-Unis? Donc, on entre là vraiment dans un jeu très dangereux. On voit le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, où on rajoute tous les 6 mois une couche. Donc voilà, c'est certainement pas la tendance qu'on souhaite. L'Europe va devoir réagir, ce qui va aussi pénaliser certaines de nos entreprises
et des entreprises américaines. Et donc, mettre le doigt comme ça dans une spirale commerciale, alors qu'il y a quelques années, sous l'ère Obama, on négociait justement un accord commercial pour faciliter les échanges, ça nous préoccupe au plus haut point. Et c'est du lose-lose. Le consommateur américain va le sentir, le consommateur européen va le sentir. On n'a rien à gagner dans cette guerre commerciale, surtout qu'on devrait se serrer les coudes pour affronter peut-être ensemble les défis que représente par exemple la Chine. Donc on est vraiment dans un jeu qui ne fait pas sens, mais malheureusement l'Europe va devoir réagir. Merci beaucoup en tout cas Olivier Joris Samayoub d'avoir été présent avec nous pour décrypter, pour analyser, pour faire comprendre ce qu'est réellement le CETA. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette matinale. Demain c'est Mickaël Denut que vous retrouverez dès 6h30. Moi je vous retrouve dimanche à 20h05 pour Super Sunday. Bonne journée.